côté, ces adolescents qui ont déjà bu leur premier verre, et c'est pareil en ce qui concerne la cigarette. La courbe est préoccupante et mérite qu'on s'y attarde pour nous aider à comprendre, pour mieux sensibiliser, pour une prévention optimale. Nous recevons M. Hilaire Goumla. Bonsoir, M. Hilaire. Bonsoir Diputo, bonsoir Colin Bekatal et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez bien? Assez bien, il faut se l'avouer, assez bien. Toujours de bonne humeur et toujours très motivé à apporter un plus à nos parents, à ces parents qui ont besoin de quelques éléments pour prendre soin de leurs enfants. Je rappelle que vous êtes auteur, psychologue, cinéaste, entre autres. Nous sommes dans un environnement où la bière est au cœur de la vie sociale. Êtes-vous surpris par l'attirance des jeunes par ces substances de nos jours? Surpris, je ne dirais... Je serais un peu... Je ne sais pas comment je vais dire, si il faut être surpris ou s'il faut être triste, en fait. Je ne sais pas quel qualificatif attribuer à cela. Parce que une loi évoque, et dans un cadre autre, on évoquait ça, que les établissements scolaires doivent être protégés de ce qui relève des bars, des snacks et tout le reste. Mais pas une alchimie que moi j'ai du mal à comprendre. On a l'impression qu'on est envahi, que ce soit à l'université, que ce soit les établissements scolaires, les lycées, les collèges. On a l'impression qu'il y a comme un cercle tout autour pour asphyxier et permettre à Barcousse de s'installer dans les cerveaux des enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que ces gens-là ont trouvé terrain fertile au milieu des jeunes? Oui. Ce n'est que plus qu'évident de trouver terrain fertile au niveau de la jeunesse. Parce que l'adolescent est dans une phase où deux problématiques l'animent. Il veut s'identifier. Il veut démontrer qu'il est soit un homme, soit une femme. Et malheureusement, généralement, pour prouver qu'on est un homme, vous voyez, souvent sous des tables, comme il faut au moins 150 bouteilles. À ça, on dit, prouve que tu es un homme. Une absurdité. On ne peut pas prouver qu'on est un homme vu qu'on est déjà un homme. On ne peut pas prouver ce qu'on est déjà. Or, lorsqu'il faut prouver ce qu'on est déjà, ça veut dire qu'on n'est pas ce qu'on prétend prouver. Et voilà que malheureusement, il faut consommer. Et c'est souvent un peu... Alors, revenons en arrière parce que c'est encore plus terrible de voir à quel point ce sont des adultes qui disent « Ah, laisse l'enfant goûter, non, c'est quoi? C'est juste une gorgée, ça va faire quoi l'enfant? Mais c'est le bébé, ça fait quoi? C'est l'enfant, non? Il va goûter, je vais aussi boire, non? C'est quoi? C'est la vie, non? » Ou alors, vous voyez comment un adulte envoie un enfant acheter un mégot de cigarette et dit « Ah oui, tu allumes, hein? Oui, tu allumes, hein? » Lorsque vous envoyez un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, allez acheter un mégot de cigarette, vous demandez d'allumer. C'est quoi votre intention? Monsieur Goublap, comment en sommes-nous arrivés là, à ce stade où les parents envoient les enfants acheter les bouteilles de bière, acheter la cigarette? Parce que nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle les drogues dites licites, validées, c'est-à-dire que la société tolère. Bon, celle-là, ça fait pas notre quotidien, c'est quelque chose de banal. C'est tous les jours, à peine nous sortons de maison, il y a un endroit où on vend de la cigarette à côté, il y a un bar à côté, Donc, c'était un banal et à chaque occasion, il faut quand même qu'il y ait une bouteille sur la table. Donc, la chose en elle-même fait partie de notre quotidien. Et malheureusement, dans ce quotidien, les personnes en charge de ces enfants-là n'ont pas intégré ce qu'ils doivent construire pour ces enfants. C'est-à-dire réguler. Parce que c'est là où tout se joue. Il faut réguler. Réguler, c'est-à-dire aider l'enfant à faire la part des choses entre cette substance toxique et nocive pour lui dans le cadre de sa maturation et l'aider justement à mieux percevoir quelle est la limite sur laquelle il ne faut pas aller n'importe comment. Et c'est là où malheureusement beaucoup d'adultes, beaucoup d'aînés, beaucoup de parents n'aident pas leurs enfants à faire face ou à comprendre la dangerosité de consommer ces produits de manière régulière, de manière récurrente. Et nous allons voir comment s'y prendre, Monsieur Goumla, avec vous tout au long de cette émission. Comme de tradition, Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir, Colin. Bonsoir, Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien, merci. Pour donner le ton de cette émission, vous avez fait un état des lieux sur la consommation d'alcool et de tabac dans notre société. C'est un élément que je vous invite à suivre tout de suite.
Les boissons alcoolisées offrent deux visages. Le premier étant celui de la gaieté, ils sont par millions dans le monde entier en quête de la bonne humeur ou de l'insouciance qui se recrutent chaque année dans le monastère de Bacchus. Dans sa conquête de nouveaux disciples, l'alcool fait la cour notamment à la jeunesse et celle du Cameroun n'échappe pas à sa séduction. À leurs dépens, l'industrie prospère plutôt bien. Les débits de boissons jouent sur les campus scolaires et universitaires. À chaque milieu, sa préférence. Dans le contexte urbain, la tendance qui se propage aujourd'hui veut que pour les jeunes, un bon week-end ne soit conçu sans une séquence d'ivresse. Les expressions pour imaginer ces instants de soulerie ne se font pas rares. Comme on dit souvent, il faut salir la table. C'est salir la table et boire jusqu'à X heures, jusqu'à ce qu'on perde vraiment la tête. C'est comme ça. Sans toutefois vouloir faire les calculs ou savoir comment cela demain. Mais le plus important, c'est de consommer. Au niveau des bars, c'est toujours touffu. Vous voyez, puisque s'il y a déjà 10 personnes, chacun sort 1000 francs. Hein? Ça fait peut-être déjà 10 bouteilles de bière. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez déjà 10 bouteilles de bière sur la table, ça veut dire que les bars sont touffus. Le visage triste de l'alcool qui ouvre le chapitre de conséquences est alors interminable. C'est seulement que l'effet seulement de réunir 10 bouteilles au même moment et de 10 personnes. Parfois même, c'est quelqu'un même qui est bien placé. Au lieu de chercher à soutenir ces jeunes-là, ils préfèrent plutôt les amener au bar et les faire aller à boire en désordre. Donc parfois, ce n'est pas que peut-être l'argent là sort dans les poches. Demain ou après-demain, il y a déjà l'alcool dans le corps et ça réclame les autres quand il n'y a pas. Si vous m'avez donné aujourd'hui même 10 bouteilles de bière et que peut-être demain je n'arrive pas à me fournir de ça moi-même, je dois chercher comment je vais fournir. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est le braquage. L'alcool favorise des actes de violence. Après avoir bu, des jeunes gens courent le risque de se libérer de leur inhibition et alors de rejeter les limites sociales. L'alcool reste pour la jeunesse un facteur prépondérant dans les attentats à la pudeur, agrandissant son coût social et le prix de plus en plus élevé d'études ou de carrières avortées. C'est sans compter les victimes d'accidents de circulation de travail en état d'ébriété, mais aussi des cirrhoses qui abrègent chez les jeunes l'espérance de vie. Dans la répartition des responsabilités, le chômage par des jeunes est le premier indexé. Il faut qu'on cherche à trouver du travail à ces gars-là. Il faut qu'on les occupe. Que chacun sort le matin, il sait que je m'en vais quelque part. Il rentre avec ce qu'il peut. Puisque quand tu pars au travail, tu rentres, tu es fatigué. La première des choses, c'est que tu te laves, tu manges, tu dors. Mais si tu n'as rien à faire, il faut peut-être aller chercher là où tu vas reposer ta tête pour réfléchir, multiplier. Là. Dès que tu arrives là, tu vas trouver un ami, peut-être que son frère est bien placé. On a détourné un travail qu'il ne connaît même pas faire. On lui a donné l'argent. Il arrive là, il dit que gars, buvez. Non, on se met à boire. C'est le lieu aussi d'évoquer les chaînes de production et surtout le battage médiatique qui les accompagne. C'est cette même jeunesse qui volontairement se fait captive du tabac. Il est stupéfiant de remarquer des individus qui à peine adolescents sont des fumeurs accomplis. Un état d'asservissement qui semble-t-il commence par une fréquentation anodine. C'est une réalité. C'est ce qu'on constate de plus en plus, mais on se rend compte que la plupart qui entrent dans ça, c'est soit dû aux mauvaises compagnies, soit au fait de vouloir imiter peut-être son ami qui fait quelque chose sans toutefois connaître les conséquences. Et comme ce sont des choses qui ne sont pas faciles à laisser, quand on commence une fois, on prend goût. Une dépendance à la nicotine qui malheureusement ouvre souvent la porte à une autre bien plus grave. Déjà quand on commence avec la cigarette, on peut aller au-delà de ça. On trouve beaucoup d'enfants qui sont dans le trafic de drogue, donc qui n'ont pas une occupation, ils se retrouvent dans le trafic de drogue, ils vendent des stupéfiants. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans les établissements. Recherche d'une identité, expression d'un mal-vivre ou d'indépendance, curiosité ou simplement crédulité, il n'y a pas de justification qui tienne quant à une jeunesse sacrifiée sur l'autel de l'alcool et du tabac. Au pouvoir public, aux parents et surtout à cette même jeunesse de voir quelles sont leurs responsabilités et comment s'en acquitter. C'était là le reportage réalisé avec le concours de Eliana Ndene, Constantin Nodomki et Damaris Kenyé. Colombe Katal, ils sont donc si jeunes que ça, des fumeurs dans notre société?
En effet, malheureusement, c'est à la lumière d'un fait vécu que j'ai dit de façon péremptoire que oui, de plus en plus, n'est-ce pas, de jeunes sont pris dans ce piège. Voyez-vous, pendant mon enquête, ils étaient 3 en uniforme, n'est-ce pas, en point de récréation qui se passaient des doigts de cigarette. J'ai été stupéfait lorsque je me suis rapproché de le constater au haut de leur écusson qu'il était inscrit 5e et 4e. Rien n'indique, n'est-ce pas, rien ne prouve que c'était des bouffées ponctuelles de cette fumée, tout comme nous n'avons pas la preuve que ce soit déjà des fumeurs à plein temps. Le malheur tient de ce que, dans la plupart des cas, leurs parents sont les derniers à savoir que leurs enfants sont déjà des dépendants à la cigarette, parce qu'ils réussissent quand même à mener une double vie. La preuve tenant de ce que, même lorsqu'ils étaient en train de se les passer, c'était de façon un peu discrète, parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est pas bien, mais c'était des jeunes gens qui, ma foi, sans doute, étaient déjà des fumeurs accomplis. Le premier intervenant dans votre reportage, il dit qu'il faut salir la table. À quoi renvoie cette expression? Voilà, il me semble que cela renvoie à l'idée d'achalander la table qu'on occupe. Parce qu'ils s'invitent, ils sont nombreux. La table doit être pleine noire des bières, n'est-ce pas, ou bien voilà, des boissons qu'on a commandées. L'on ne se contente pas seulement du contenant, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de consommer. C'est bien de savoir qu'il y a bien d'autres qui nous attendent, même si on ne va pas les boire simultanément. Ceci traduit, à mon avis, le fait que ce ne soit pas un fait de récréation. Ce ne soit pas juste la volonté de s'amuser, d'assouvir une soif, petit à petit, dans ce sens, mais ils assument leur volonté, ils affichent leur volonté de vivre des orgies. Voilà. Ils veulent montrer à la société que nous avons voué notre vie à de la boisson. Voilà comment est-ce que nous le démontrons. Et lorsque donc on a sali et que des bouteilles commencent à se vider, et il y a une autre expression, on dit enlever des morts. Les morts sont des bouteilles vides, celles qui sont déjà complètement consommées. Et bien sûr, si on enlève des morts, c'est pour les remplacer avec de nouvelles. La table ne doit pas être propre. Elle doit être noircie, elle doit être sale. C'est du moins l'explication, n'est-ce pas, hors caméra, que j'ai eue de ce monsieur. Et s'il le dit, je ne sais pas, je ne lui prête pas des mobiles de buveurs, mais tout au moins, il est renseigné sur la question. Colin Bekatal, pour salir la table, cela demande des moyens. On se pose quand même des questions. Les jeunes qui, pour la majorité, n'ont pas d'emploi, qui crient ils n'ont pas assez de moyens, où est-ce qu'ils trouvent autant d'argent? Voilà. Il me semble que, de toutes les façons, c'est une société organisée. Et s'il a un point positif qu'on peut souligner dans ce milieu, c'est le sens de solidarité. C'est vrai, la dépendance avec... On ne peut pas ne pas imaginer qu'il y ait qui gagnent de l'argent de façon illicite. Mais on peut aussi, dans le meilleur des cas, penser à ceux qui, n'étant pas rémunérés régulièrement, n'est-ce pas, s'investissent dans de l'informel, voilà, dans des petits métiers pour pouvoir gagner l'argent qui leur servent malheureusement essentiellement à boire. Ils sont solidaires. Il faut savoir rendre aujourd'hui à celui qui t'a donné hier. Alors, ces petites cotisations, ça ne peut pas manquer de savoir que, bon, voilà, je suis allé travailler, j'ai eu 1000 francs aujourd'hui, j'apporte ma contribution, et ça fait qu'il y en aura toujours pour ceux qui se sont inscrits dans ce syndicat. Le malheur tient, une fois encore, de ce que c'est au quotidien. C'est facile, n'est-ce pas, de devoir assouvir cette envie de devoir maîtriser ou calmer la velléité de cette dépendance à de la boisson. Au point où c'est soudain qu'on se rend compte avec le poids de l'âge, n'est-ce pas, qu'on a investi pour rien, qu'on a choisi de se constituer un ivrogne qui, au mieux, sera un fardeau pour la société les jours qui viennent, et au pire, va abréger, n'est-ce pas, son espérance de vie à cause du vin. C'est vraiment dommage. Merci Colin Bekatal, merci encore à la grande équipe qui s'est mobilisée pour ce reportage. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est plaît à Dieu, nous y serons. Monsieur Goublab, quelle est votre première réaction après avoir suivi ce reportage? En fait, j'ai envie de couler des larmes, en fait. J'ai envie de couler des larmes devant cette détresse, en fait. C'est une détresse. Et c'est un
profond désarroi, en fait. Beaucoup ne vous le diront pas, mais dedans, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Le premier, qui est noté dans le reportage, c'est le fait que la personne note que c'est parce que il y a quelqu'un qui a gagné un argent quelque part qu'on ne connaît pas, il veut dire, les gars, asseyez, vous buvez. On boit qu'on boit quoi? On boit quoi? On boit quoi? On boit seulement. Ça me rappelle encore une scène où un jeune homme il m'a fait froid dans le dos. C'est-à-dire, je passe, il m'interpelle, il dit, grand, s'il te plaît, peu de 100 francs. Il dit, 100 francs comment? Comment tu as une bouteille de bière de 600 mètres, tu me demandes 100 francs? Tu te moques de moi? Il dit, non, grand, sérieux, j'ai besoin de 100 francs pour rentrer. Mais attends, moi, je ne comprends pas. En fait, j'ai vu un grand qui a mon argent, mais il m'a dit, il ne peut pas me donner mon argent. Mais il est capable de me donner 3 casiers de bière. Tu veux que je fasse comment? Mais au moins, je bois au moins pour gagner au moins quelque chose, non? Mais M. Goumblab, qu'est-ce que cela cache? Mais ça cache le besoin d'abrutir et de détruire l'autre. Il faut qu'on mette l'autre à l'état de néant. Il faut que l'autre soit à l'état de néant pour que nous puissions l'écraser, sentir que nous existons. En fait, c'est pour avoir le sentiment de puissance sur lui. Je vais te montrer que je suis. Même si c'est dans le vide. C'est pourquoi ceux qui ont le malheur, souvent comme moi, d'aller avec des amis et que sur la table, vous prenez le jus pour boire. Mais on vous appelle quoi? Pisser au lit. Ben oui, on vous dit, oh, moi je peux aller pisser au lit. Et je réponds que je suis pissé au lit, je bois ce que je décide de boire. Ça ne te plaît pas, tu me fiches à paix. Je marche pas selon tes poches. Quand je marche, j'ai mon argent que je marche avec. Ça ne te plaît pas, c'est, pardon, cher ami, il ne faut pas m'énerver. Donc en fait, c'est votre estime, votre narcissisme doit être brisé. On doit vous émietter pour vous mettre à l'état de miettes, en fait. Pour vous rendre à l'état d'esclave. Vous devez être l'esclave qui supplie, qui se soumet, en fait. C'est ça l'intention qui est derrière. Bon, malheureusement, beaucoup, ils s'y penchent et c'est comme ça que de manière mécanique, ils finissent par devenir des épaves ambulantes. Monsieur Goumblab, on l'a souligné à l'entame de cette émission, le rite initiatif se fait souvent en famille. C'est-à-dire, on demande à l'enfant goûte de la bière, goûte un petit verre, va acheter du vin. Est-ce qu'en faisant cela, les parents ne donnent pas le feu vert aux enfants d'aller vers ces substances? C'est généralement de manière insidieuse, en fait. Ce n'est pas dit avec la bouche que mon fils, je t'initie. Et généralement, il est dit dans nos sociétés, pour dire qu'on est un homme, il faut pouvoir boire 1 à 2 casiers pour prouver qu'on est debout. Là, tu montres que tu es un homme. Apparemment, reconnaître l'homme, c'est au niveau de sa capacité à boire des litres et des tonnes d'alcool. S'il peut boire ça, alors il montre qu'il est un homme. Donc, malheureusement, il y a cette perversion-là, moi, je ne sais pas comment, mais cette perversion entre un rite et malheureusement une habitude qui s'est greffée autour pour créer une confusion autour des deux. Où le rite disparaît, mais l'illusion du rite demeure. Et maintenant, la conduite s'infiltre. Et c'est là où on dit, pour montrer qu'on est un homme. Non, ce n'était pas de cette manière qu'on démontrait qu'on est un homme. C'était autour d'autres valeurs qu'on démontrait qu'on est un homme. C'est la capacité à savoir chasser, à savoir pêcher, à savoir cueillir, en fait, à savoir nourrir sa famille. C'est là qu'on démontrait qu'on est un homme. Et ça l'est encore aujourd'hui pour démontrer qu'on est un homme, un véritable. Madame Romaine Bissène Efouba, elle nous a rejoint. Bonsoir, Madame Bissène. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes conseillère d'orientation, psychologue également. Bonsoir encore. Bonsoir. Au quotidien, vous encadrez des jeunes. Est-ce que les sensibilisations sur l'alcool, les effets néfastes de l'alcool à long terme sur les enfants, c'est souvent au menu de vos conversations, de vos discussions, de vos échanges? Oui, effectivement, dans notre cahier de charges, nous avons une session de formation qui parle des drogues, consommation des drogues et alcool et stupéfiants. Donc, nous passons vraiment du temps à débattre dessus et aussi avec l'environnement qui est de plus en plus violent au sein de la jeunesse. Nous insistons chaque jour. Une année, je crois, ça fait 2 ou 3 ans, nous avons même eu un thème de la journée d'orientation qui portait sur les drogues. Donc, nous ne nous lassons pas. Comment est-ce qu'ils réagissent à votre message? Est-ce que vous avez le sentiment que cela passe? Certaines personnes, parce que nous ne faisons pas de la contrainte.
nous faisons des sensibilisations. Et dans ces sensibilisations-là, nous amenons à travers des images, à travers des histoires que nous racontons, à faire prendre conscience à cette jeunesse-là. Et maintenant, nous leur laissons le libre choix. Parce que il y a la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'agir qui est là et que nous devons respecter. Nous ne sommes pas un organe de contrainte. Nous sommes là juste pour accompagner cette jeunesse-là. Donc, ceux qui comprennent le message, nous le ressentons par leur façon de se comporter dans des jours qui suivent. Mais ceux qui restent dans l'ancien comportement, ça se ressent aussi parce qu'on les retrouve à l'infirmerie étant dans des états d'ébriété, étant dans... C'est souvent arrivé au sein des établissements, alors? Bien sûr, bien sûr. Et avec les débits de boissons qui fleurissent autour de ces établissements scolaires, on imagine que cela ne facilite pas la tâche. Oui, ça ne facilite pas la tâche parce que c'est comme une propagande, c'est une attirance. Par exemple, si un enfant arrive à l'école et qu'il a faim, il voit la bière seulement devant lui chaque jour. À force de voir cette bière-là, à force de voir cette bière tourner, à force de voir ces casiers-là être là dehors, un jour il va entrer, faire des économies et acheter et goûter ce que papa boit souvent, ou alors ce qu'il voit souvent le voisin boire. Monsieur Goumilab, comment agissent ces substances sur le développement physiologique, social et même affectif de l'enfant? Au plan physiologique, je crois que c'est incompétent pour répondre de manière idoine à cela. Mais d'après mes petites lectures, quand même, je savais que ça agit au niveau des neurones. Et justement, dans, comment ils appellent ça? Dans la transmission de l'information, de l'influx nerveux tout au long du cerveau. Parce que le cerveau a besoin d'être nourri en apport en oxygène. Or, ces éléments-là ont une substance toxique en eux qui, justement, altère la survenue de cet oxygène, qui aide le cerveau, justement, à pouvoir se déployer. Lorsque maintenant, au niveau des neurones, il y a cette altération, maintenant, pour que l'altération soit, il faut envisager, c'est pas mécanique, c'est pas automatique, c'est pas parce que j'ai pris une bouteille que mécaniquement il y a cette altération. Parce qu'il faut avouer que beaucoup de jeunes en période d'examen, ou même des gens qui font médecine, c'est surtout qui est révoqué dans la littérature, évoquent le fait que ça les aide, ça booste le cerveau. Tu vois, ça crée un effet stimulant au départ. Il y a cet effet-là qui est recherché. Au départ, il y a cet effet stimulant qui permet que, waouh, c'est comme si on avait caqué mes yeux, je voyais davantage, j'avais une meilleure capacité à retenir, à absorber des données cognitives, à mieux apprendre mes leçons. Mais ça, c'est pour une temporalité réduite. Maintenant, il savait que plus, et généralement, même quand je m'appelle, on a qui m'appelle c'est les roublons, on croit bien, qui pris à bonne dose procure et produit ces effets. Un peu comme on dit la femme enceinte, il y a un type de boisson qu'ils consomment pour dire ça aide à la montée laiteuse. L'idée est vraie, mais malheureusement, il faut savoir quel type de boisson, à quel type de dosage. Si on ne fait pas attention, alors là, on ne s'aide pas et on n'aide pas l'enfant. Donc maintenant, lorsque cette consommation, que ce soit pour le tabac, avec la nicotine, qui altère ça, il faudra voir la question de la vulnérabilité de la personne. On voit au niveau génétique, est-ce que ça l'aide? Au niveau affectif, est-ce que ça l'aide? Au niveau de sa personnalité. Maintenant, il faut aussi voir au niveau du produit lui-même, la durée de consommation, le mode de consommation, pour pouvoir évaluer tous ces éléments-là. Donc, et maintenant aussi les facteurs d'exposition avec ce marketing agressif qui sont utilisés par ces industries pour justement amener le consommateur à être toujours dépendant du produit. Parce qu'il faut que le produit soit au cœur du système du consommateur. Donc, lorsque il y a ces produits, cet alcool-là, qui potentiellement peut conduire à cette altération-là, au niveau de l'influx nerveux, il faut faire très attention. Maintenant, comment on va gérer, comment on va s'organiser. Là, la personne en tant qu'individu va chercher à réguler de son mieux, parce que ne nous leurrons pas que l'excès de consommation de ces produits a de forts liens avec la maladie, la santé mentale de la personne.
il y a de forts liens avec ces centres parce que pour beaucoup de personnes, ça réactive et ça amplifie chez certains leurs problématiques psychiques. Ça veut dire, par exemple, l'enfant est dans le désir d'enfreindre la loi. C'est le propre de l'enfant, le propre de l'adolescent. On veut enfreindre la loi, on veut oser des choses. Et il y a aussi la question de l'identification. Je veux ressembler à tel. C'est quoi mes modèles? Parce que moi j'ai 3 modèles. 3 personnes. C'est vrai que certains m'ont demandé, papa, tu parlais puiser où? Enfin, chacun de nous l'avons. Il y a Henri Bandolo. Vous allez dire, mais où est-ce que je le puise? C'est un ancien ministre de la communication. Et ça, c'est quand j'avais 8 ans. Moi, je me disais, comment il fait pour être mon modèle? Enfin, il y a combien Nico quand j'écoutais à la CIA TV, quand on parlait. Ensuite, il y a Jean-Michel Cancan. Peut-être c'est pourquoi j'aime aussi le cinéma et consorts. Mais il y a enfin mon père. Ces 3 personnes qui, en fait, ont des caractéristiques communes, c'est la rigueur. Ils aiment la rigueur, ils aiment le travail. Et ils aiment être précis dans leur démarche. Et c'est ça, vous voyez, ça veut dire, même si moi je suis plongé dans une situation qui me perturbe, vous voyez, les échos que ça part réactiver en moi, de ces modèles-là, font à ce que j'ai la capacité de pouvoir absorber, gérer un certain nombre de choses. Maintenant, pour le jeune qui est confronté à ce type de situation, quel est le modèle? Quels sont les modèles qui sont les siennes à lui, qui permettent, qui s'appuient, il puise en eux la force nécessaire ou l'énergie nécessaire pour savoir comment il avance dans ces situations-là. Donc, il y a le tabac avec la nicotine, il y a ces industries parce que ne nous leurrons pas. Tout ça est connecté au développement industriel. Le développement industriel participe grandement de l'amplification de ce phénomène. Monsieur Goumla, à quel moment la dépendance s'installe? J'ai évoqué la question ce que j'ai appelé du produit, les caractéristiques du produit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer avec les caractéristiques du produit. Plus un produit est toxique, ou comme il dit, toxicomanogène, lorsque plus un produit a un effet trop toxique, plus la personne le consomme, plus il le consomme dans la durée, alors le risque de dépendance n'est pas très loin. Et généralement, il y a le premier effet qu'il faut savoir gérer. Parce que si on loupe dans la gestion du premier effet, les effets secondaires permettent de greffer davantage la personne dans le processus de dépendance. Et ça devient encore plus destructeur lorsque c'est fait à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, c'est là qu'on construit ses modèles. Et si dans cette phase d'adolescence, le modèle devient celui-là, ben, quand on devient adulte, on va dire enfin, il faut aussi boire, moi aussi j'ai bu, non, ça fait quoi? Je suis là debout, non. Vous voyez en fait comment beaucoup de personnes n'ont plus de résonance avec eux-mêmes. Ils deviennent des épaves, comme je disais, et malheureusement, ils ne savent qu'offrir ce qu'ils sont. Donc, déjà, œuvrer, sensibiliser, autant qu'il est possible, pour qu'ils aient souvent le temps d'un effet de miroir, pour dire, j'ai fait, mais peut-être que ce que je faisais là n'aidait pas l'enfant. Donc, pour que le parent lui-même ait un effet de miroir pour se rendre compte que cet effet d'entraînement-là, parfois il est bon souvent qu'on dise un peu. On va y revenir dans un instant, monsieur Goumla. Madame Efoubaou, il y a des enfants qui boivent, qui consomment de l'alcool et même du tabac à l'insu des parents. Comment détecter que son enfant flirte avec ces substances? Je crois que le parent doit être regardant au niveau du comportement de l'enfant. Très, très regardant. Parce que l'enfant qui consomme l'alcool, il a deux réactions. Soit il devient trop calme, soit il est trop agité. Il devient trop agité. Il a une attitude de violence, il a des excès de colère, des troubles de l'humeur et même un état de propreté qui devient difficile. Donc, il ne peut plus se lever le matin, brosser les dents, se laver. Et il y a d'autres qui plongent dans le sommeil, ils dorment beaucoup. D'autres deviennent des gros gloutons, mangent beaucoup. Il y a aussi, je vais extrapoler au niveau des drogues, puisque la drogue est proche du tabac. Il y a les enfants qui mettent le noir, les garçons qui mettent le noir sur les yeux. Faisons attention, nous les parents, parce que le noir empêche
je ne sais pas si je dois dire ça. Allez-y. C'est comme si je donnais une astuce. J'ai l'impression de donner une astuce Ça à ne permet ceux-là pas qui... aussi aux parents de détecter. Ok, Facilement, c'est qu'ils se je fassent me lance. déchiffrer ce code. Le noir empêche les yeux d'avoir du tournis quand on a pris de la drogue. Donc, beaucoup de jeunes qui commencent à prendre de la drogue, ils utilisent le noir que les femmes se maquillent avec pour mettre sur les yeux. Et aussi, il y a les ongles, on met le vernis. Et il y a les couleurs. Dernièrement, on a détecté dans les établissements les couleurs des lacets. Ils se passent des codes à travers les couleurs des lacets. Donc, les parents devraient être vraiment regardants sur le vestimentaire de leurs enfants. L'enfant qui met le noir, qui achète du noir et se met ça sur les yeux, il commence à beaucoup manger, il commence à beaucoup dormir, ou alors il devient trop calme et il a des sautes d'humeur, il devient très difficile à la maison, il change de couleur de lacet chaque jour. Est-ce qu'il y a une couleur précise au niveau des lacets? Généralement, c'est des lacets de couleur. On a nouvellement les lacets roses, les lacets verts. Ils ont un code. Dans chaque établissement, ils se donnent un code avec ceux qui viennent de l'extérieur parce qu'il y a des élèves, il y a des faux élèves qui entrent dans les établissements avec des tenues de ces établissements-là, mais ce sont des dealers. C'est eux qui passent la drogue et ils ont d'autres meneurs à l'intérieur de l'établissement. Donc, chaque parent vraiment devrait être regardant sur le vestimentaire et le comportement de son enfant. Au cas où l'enfant est déjà lancé, Madame Ifouba, comment faire pour qu'il ne passe pas à l'étape suivante? Dès qu'on découvre, je crois qu'il faut demander de l'aide aux spécialistes au lieu de rester avec l'enfant à la maison. Il y a des spécialistes, il y a des addictologues, il y a des psychiatres. Il y a même des médecins qui peuvent, quand ce n'est pas encore avancé, qui peuvent nous aider. Et aussi, il faut que l'enfant soit disposé parce que ça va de l'acceptation à pouvoir changer, à pouvoir laisser ce comportement-là, cette attitude-là. Et aussi l'acceptation du sevrage parce que le sevrage va apporter beaucoup de gêne, beaucoup de troubles qu'il faut accepter. Parce que si on n'accepte pas ce sevrage-là, on tombe dans la dépendance et dans l'addiction par la suite. Monsieur Goumla, on l'a dit sur ce plateau, il y a des parents qui sont de grands consommateurs d'alcool. Comment faire pour sensibiliser ces enfants que cela est mauvais pour eux? Peut-être dit qu'il avait une expérience. En fait, c'est juste un peu pour dérider la chose, pour dire il est difficile à un parent qui consomme régulièrement et de manière abusive de l'alcool ou de la cigarette de tenir un discours devant l'enfant. Il est difficile. Généralement, il peut prendre un parallèle. Ça veut dire qu'il peut prendre un oncle. Il peut prendre une tierce personne. Pour montrer à quel point cette personne, du fait qu'il n'ait pas eu à consommer autant, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Que si vous ne voulez pas aussi venir demain vous asseoir comme moi, je suis assis là, et être aussi comme ça, monter, descendre, il est mieux que vous suivez plutôt le chemin de telle personne. C'est mon aîné, c'est mon grand frère, mais voyez comment il a fait. Vous voyez où moi j'ai pris et où je suis arrivé. C'est trop tard que j'ai pris acte de ça, j'étais déjà dedans, comme on dit, j'étais déjà mouillé. Je ne sais plus comment faire pour faire machine arrière. Mais vous avez encore l'opportunité de faire machine arrière. À vous de savoir faire le bon choix. Parce que ne venez pas demain après pour me dire que c'est moi le coupable. Parce qu'au moins, certes, j'ai fauté, mais ne venez pas dire que je n'ai rien dit pour vous amener à faire autrement. On a également dit sur ce plateau que le cercle amical influence le comportement de l'enfant. Comment armer notre enfant à faire face à ses amis? Vous avez dit qu'on vous a traité de pisseur au lait, Comment aider l'enfant qui lui est encore tout petit, qui veut s'identifier, qui veut s'affirmer à faire face à cela? Et c'est là où revient encore sur la scène la famille. Et malheureusement, les dislocations, les coupures qui est au sein de la famille. En fait, la famille était le noyau. Le noyau à partir duquel l'enfant savait, c'est son cadre, où il puise pour affronter l'extérieur. Malheureusement, dans nos cadres de vie actuellement, la famille ne porte plus suffisamment ce rôle-là. Alors, que faire?
c'est là où, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il revient aux parents de construire, et Mme Ifouba l'a très bien évoqué, c'est quoi les modèles, c'est quoi les valeurs que véhicule la famille. La famille a une identité à débattre, à défendre. C'est quoi l'identité que la famille là va défendre? Par exemple, si l'identité de la famille défend, c'est nous sommes debout, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de la dignité de l'autre, le respect de soi, le respect de son corps, le respect de sa personne, le fait qu'on se donne des limites, le fait qu'on se donne des cas de lecture, parce que quel est le type de lecture qu'on conseille à ses enfants? Quel est le type d'amis qu'on conseille à ses enfants? Quel est le type de personnes qu'on conseille à ses enfants? C'est tous ces éléments-là qui aident l'enfant à pouvoir évaluer, juger et jauger d'un certain nombre de situations. Parce que l'enfant est en situation de consommation de l'extérieur. Ça quitte d'abord pour entrer, c'est après que ça rejaillit maintenant vers l'extérieur. Donc, les amis, on a envie d'aller vers les amis. On a envie d'être avec les amis. On a envie de se sentir avec les amis. Parce que dans le sentiment qu'on a d'appartenance, qui nous habite, nous, tout un chacun de nous, c'est on veut exister avec les autres. Mais il faut aussi que maintenant on sache évaluer l'autre. Il faut pas, on peut parfois choisir de manière personnelle de dire je choisis de me mettre à l'écart, à distance des autres. Parce que l'autre est toxique, l'autre est nocif et l'autre ne m'aide pas à évoluer. Donc, pour ça, l'enfant a des cas, il y a parfois des cadres de culture, de danse, de théâtre, de cinéma, où l'enfant peut apprendre un certain nombre de choses. Et c'est là où, dans le retour, ce qu'on appelle le feedback, avec les parents, tu étais là-bas, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Même quand l'enfant rentre de l'école, ça va prendre le pouls. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a encore, Douma qui a dit que, c'est vrai, et toi, j'ai fait comment? Et ça peut être que l'enfant sent qu'il est écouté. Et quand il sent qu'il est écouté, alors, il peut oser davantage. Il peut dire davantage. Et c'est quand il dit que le parent comprend de mieux en mieux la réalité de son enfant. Il peut savoir sur quoi axer, sur quoi ne pas axer. Mais là, ça va demander une forte attention, une forte collaboration entre le père et la mère pour justement accompagner les enfants dans cette construction-là. Madame Ifouba, comment les parents peuvent outiller leurs enfants à retarder le plus longtemps possible la première bière, le premier verre de bière? Est-ce qu'il faut retarder? Monsieur Goumla vient de souffler quelque chose. Est-ce qu'il faut retarder? Je le dis à haute voix. Ce n'est pas retarder, mais c'est de faire prendre conscience à l'enfant de ce que c'est que l'alcool et ses effets dans son physiologique et dans son avenir. On ne peut pas retarder parce que c'est notre environnement. Tu interdis à la maison, tu as beau donner même des discours à la maison, mais quand il sort, tu n'es pas avec lui. Et si, en sortant, il a cette conscience-là, il a ce surmoi familial qui marche avec lui, qui va avec lui n'importe où et qu'il respecte. Parce que c'est aussi là le plus important. Il faut qu'il respecte le surmoi familial. S'il le respecte, s'il le vénère, s'il l'adule, c'est autant de choses qui feront que face à ces amis-là qui voudront salir la table, il va se retenir. Parce que le surmoi viendra s'imposer devant la bière. Il va peut-être consommer, mais avec modération. Parce qu'on ne peut pas interdire. L'alcool, de nos jours, ça vit avec nous. Moi, quand je grandissais, les enfants n'allaient pas acheter l'alcool. C'était interdit. Et quand on te voyait même dans les bars, on ne trouvait pas n'importe quel jeune dans l'eau, assis au bar. Donc, l'État aussi, ce n'est pas... Je voulais en venir, Madame Ifouba. Qu'est-ce que l'État peut encore faire? Qu'est-ce qui peut encore être fait au niveau de l'État? Vraiment, que l'État prenne... que l'État prenne vraiment ses décisions, que l'État prenne cette jeunesse avec beaucoup de considération. Il y a tellement de mots, il y a tellement de choses qui veulent détruire cette future jeunesse camerounaise. Et regardez comment l'État est là sans agir. Ça fait mal. Parce que nous autres, nous avons nos enfants dans cette jeunesse. Nous avons nos enfants et nous espérons que ces enfants-là seront le Cameroun de demain.
Et cet espoir-là est en train d'être fissuré de jour en jour parce que l'État ne met pas des moyens de censure en jeu. Aujourd'hui, on décide pas de bar autour des établissements. Demain, cette décision s'envole. Aujourd'hui, on décide la bière consommation pas moins de 18 ans. Demain, ça s'envole. Aujourd'hui, on détruit les bars au niveau des cités universitaires, les boîtes de nuit, les boîtes d'homosexualité et toutes ces déviances qui sont en train de miner notre société. Et demain, on laisse tomber et tout cela renaît encore. C'est comme si l'acculturation, ce qui vient de l'extérieur, est en train de combattre. Donc, il y a comme un combat interne entre ce qui vient de l'extérieur et nos valeurs propres à notre pays. Vraiment que l'État laisse ce qui vient de l'extérieur et continue de construire. Parce que nous avons des moyens. L'État a ces moyens-là. Que l'État se réveille et fasse ce qui est nécessaire pour pouvoir casser toutes ces choses-là. Ça ne va pas empêcher les brasseries, ça ne va pas empêcher Citabac et tout le reste de pouvoir prospérer. Ils ont toujours prospéré parce qu'il y aura toujours des adultes qui vont vouloir boire. Mais qu'on essaye un peu de recadrer, de laisser à cette jeunesse-là le temps de devenir adulte pour qu'ils puissent aussi entrer dans ce monde-là avec beaucoup de maturité. Et cela demande également une responsabilité collective. Ouais. Nous allons poursuivre avec notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on revient sur l'infection de l'oreille avec le docteur Anchebel Mignono. Comment faire pour savoir si un enfant a une infection au niveau de l'oreille? Il y a 3 signes qu'on peut être en train de rechercher. Déjà, on a une douleur au niveau de l'oreille du côté où l'enfant a mal. Donc ce sera un enfant qui passe tout le temps à toucher cet endroit s'il ne parle pas encore pour faire savoir qu'il y a un problème à ce niveau. Ou alors quand vous le lavez, vous sentez que dès que vous voulez toucher cet endroit, il enlève la main. Ou alors c'est un enfant qui commence à faire une fièvre inexpliquée. En recherchant dans la cause, on peut être en train de retrouver, donc on a cette oreille-là qui est inflammée, soit quand on touche au niveau du pavillon, soit on touche là au niveau du tragus. Ce sont des signes qui peuvent être en train de nous faire savoir que l'enfant a une infection au niveau de l'oreille. On peut avoir plusieurs types d'infections. On a des otites moyennes qui touchent l'oreille moyenne, donc les otites comme on connaît d'habitude que c'est une fièvre avec une douleur au niveau de l'oreille. Maintenant, on a des otites purulentes. Qui dit purulente, c'est maintenant les otites où on a du pus ou un liquide séreux, parce que c'est pas toujours, le pus n'a pas toujours la couleur que vous connaissez, blanchâtre ou rougeâtre là. Ça peut être un liquide séreux qui a déjà, on va dire quoi, qui est déjà nauséabond. Là déjà vous savez que c'est une otite purulente, donc on est déjà en train d'avoir une petite complication au niveau de l'oreille. Et ça c'est une otite qui n'a pas été prise en charge très rapidement. On a des infections directes et on a des infections indirectes. Quand on dit infection directe, c'est quelque chose qui est dû directement à une infection de l'oreille. Donc soit c'est un traumatisme en nettoyant l'oreille qui a créé une lésion par laquelle le germe est entré, soit c'est en asséchant complètement le conduit auditif. Parce que dites-vous que le cérumen qu'on nettoie souvent là, il est important pour la gestion de l'intérieur de l'oreille. Quand vous enlevez complètement le cérumen, ça crée une sécheresse qui fait des petits craquements au niveau du conduit auditif qui permet aussi que les germes entrent. Maintenant, quand on dit que ça peut être de façon indirecte, c'est une infection au niveau de la bouche, vu qu'on a une contiguïté entre la bouche, le nez et les oreilles, donc ça se transmet donc directement au niveau des oreilles. Ou alors si vous avez une infection au niveau des voies respiratoires, le germe se transmet aussi au niveau des oreilles. Quand on a le lait qui entre dans l'oreille de l'enfant, ça veut dire que la position de l'allaitement de l'enfant déjà n'était pas bonne. Pour que le lait arrive au niveau de l'oreille de l'enfant, il faudrait qu'il y ait soit la mère qui est discrète, soit la position de l'enfant qui n'est pas bonne, dont l'enfant est là comme ça. Donc dès qu'il enlève le sein, ça tombe une fois dans l'oreille. Et maintenant, le lait là sera considéré comme un corps étranger dans l'oreille.
Qu'on soit dans une otite moyenne ou qu'on soit dans une otite purulente, la prise en charge peut se ressembler à certains moments, mais il y a une autre prise en charge spécifique à chaque type de titre qu'on pourrait être en train de mettre en place. La seule chose que le parent a à faire à la maison avant de venir à l'hôpital, c'est de donner un anti-inflammatoire à l'enfant et que l'anti-inflammatoire soit adapté à l'âge de l'enfant. Parce qu'on dit toute prescription doit être faite par un médecin ou sous les conseils d'un pharmacien. Pas du vendeur en pharmacie, mais du pharmacien. Il faut bien le préciser. Dans le cas où on a déjà une otite qui s'extériorise par un liquide séreux ou du pus, simplement nettoyer à l'extérieur de l'oreille, là au niveau du lobe, ne rien mettre à l'intérieur. Et vous venez donc avec l'enfant vers un professionnel de la santé qui pourra s'occuper spécifiquement de ça. Dans les causes des infections, le nettoyage abusif des oreilles avec les cotons-tiges. Déjà, le coton-tige n'est pas adapté pour le nettoyage des oreilles parce que le coton-tige enlève complètement le cérumen qui est le liquide qui tapisse le conduit auditif qui entre dans le fonctionnement normal de l'oreille. C'est ça qui retient même en fait les saletés pour pas qu'elles entrent à l'intérieur de l'oreille, donc créer tous ces problèmes. Quand il y a déjà beaucoup de cérumen, il y a une façon de laver les oreilles. On lave simplement les oreilles comme ça a été montré par un professionnel de santé ou un pharmacien. C'est tout. Pas de coton-tige dans les oreilles. Vous nettoyez simplement avec de l'eau tiède. Si vous avez de l'eau qui entre dans l'oreille, vous rabaissez juste, le lait sort et c'est terminé. C'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dans l'oreille. Le fonctionnement de l'oreille permet que tout ce qui est corps étranger puisse ressortir de lui-même. Voilà qui nous mène à la dernière partie de ce programme, le cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent préoccupé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis un papa à la retraite. J'ai 4 enfants, tous des garçons. Nous avons beaucoup de soucis avec le Benjamin qui a 21 ans et s'est mis en tête de partie en Europe à tout prix. Mon fils n'est pas allé très loin à l'école après avoir raté le probatoire plusieurs fois. Mon épouse et moi avons décidé de l'orienter vers une formation avec pour objectif à terme de lui ouvrir un atelier. Sauf que lui a toujours nourri son projet de voyage. Face à notre refus catégorique de l'accompagner, dans cette idée, il a décidé de faire cavalier seul et cherche tous les moyens pour partir de façon clandestine. Il est allé jusqu'à utiliser l'argent pour son apprentissage à ses fins. Il a rompu tout dialogue et refuse de nous donner des détails sur les gens qu'il fréquente. J'ai fait appel à son parrain, ses amis et même certains membres de la famille, mais il refuse d'entendre raison. Je suis très malheureux de cette situation. Nous ne savons plus quelle attitude adopter. Je vois les gens mourir tous les jours dans la mer. Je ne veux pas que mon fils prenne ce risque. Que feriez-vous à ma place? J'ai besoin que vous touchiez son cœur avec des mots. Merci pour ce que vous faites. Bon vent à l'émission. Monsieur Goumla, quel est votre premier commentaire après avoir suivi ce cri de cœur? Ouais, un pépé dans un tel désarroi, ça a de quoi attrister, ça a de quoi rendre un peu triste. Mais il est désireux de faire quelque chose de grand pour son fils. Déjà, il faut dire chez lui bravo. Bravo, l'enfant, au niveau de la scolarité, n'a pas beaucoup progressé. Il émet l'idée de l'envoyer vers une orientation professionnelle, enfin de l'ouvrir un atelier. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui reverront avoir un parent qui pense ça pour eux. Bon, certains parfois ne sentent pas cette grâce qu'ils ont. Déjà que le premier élément, c'est au niveau du père déjà. Il doit savoir s'écouter lui-même. Le parent doit savoir s'écouter lui. Entre ses angoisses à lui et la compréhension et l'écoute du désir de son fils. Il doit d'abord écouter ses angoisses. Il dit bien, je vois, il meurt et autres, ça m'afflige. Voilà. C'est d'abord ses angoisses à lui, il doit savoir les écouter. Pour que ces angoisses n'envahissent pas le dialogue qu'il doit construire avec son enfant.
Il doit d'abord écouter ses angoisses à lui. La deuxième des choses, il a bien lancé une démarche extraordinaire qui est de rassembler les personnes qui tournent autour de l'enfant. Mais moi, je dirais, s'il a su écouter ses angoisses à lui, alors il saura dire à son fils, je crois que tu es en train de grandir, asseyons-nous. Qu'est-ce que t'apporte l'Europe? C'est ce qu'on appelle généralement, pour revenir à la thématique précédente, c'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet de ton fils? En fait, il faut réussir à retrouver c'est quoi l'objet. C'est quoi l'objet? En fait, ce désir de l'Europe répond à quoi pour son enfant? Ça répond à quoi, en fait? Ça répond à quoi pour l'enfant? Ce n'est pas de dire pas, c'est pas de dire ne pas pas. C'est de dire ça répond à quoi pour l'enfant? Ça résout quel problème pour l'enfant? Ça participe à quelle équation pour l'enfant? Pour l'enfant et non pour le parent. Parce qu'il faut faire la nuance entre le parent d'un côté, l'enfant d'un côté. Ça répond à quoi pour l'enfant? Parce que si c'est clarifié, si c'est juste, aller en Europe, parce qu'en Europe, il a vu sur les réseaux sociaux comment ses amis de l'autre côté montrent comment la vie est joyeuse, la vie est belle, alors là, ça lui donnera des ingrédients, des arguments, ou du moins des éléments pour dire, voilà des contre-exemples. Parce que, comme dirait un chanteur, l'Europe, ce n'est pas le paradis, hein, même s'il nous envoie toujours des images très édécorées, bien, il y a une belle peinture, mais ce n'est qu'une peinture. La réalité, elle est plus souvent, c'est plus des drames. Mais ce que je veux dire, c'est, du côté de Lampedusa, on en voit. Du côté de là-haut, de la Libye, on en voit. Du Maroc et consort, mais j'ai même un cousin là-dedans. Il te dit carrément, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois mourir dans ton cerveau si tu prends la route là. Tu dois savoir que tu es mort. Quand tu passes ça, tu es mort. Si tu réussis, oui, mais ça, tu es déjà mort. Parce que sur cette route-là, il n'y a pas d'amis. Vous ne connaissez plus. Il m'expliquait carrément comment l'Afrique du Nord, il dit, hein, papa, donc oui, comment le Maroc, la Tunisie, il dit, mais papa, il dit, comment tu dois faufiler, comment tu dois, en fait, que ton humanité ne soit pas surpris, que tu perds ton humanité en cours de cette route. Mais en fait, tout ça, c'est pour dire, il doit savoir s'écouter d'abord, ensuite écouter l'enfant pour comprendre c'est quoi la motivation de son enfant pour ce désir presque obsessionnel de l'Europe. Madame Efoubaï, c'est la question que je vais vous poser. Pourquoi cet enfant veut partir mordicus? Certainement, il n'arrive pas à trouver une stabilité sociale. Il n'arrive pas certainement à pouvoir s'intégrer dans la société sur le plan professionnel, ça c'est sûr. Parce que tel que j'ai lu la lettre, je crois que c'est un enfant qui est en perte de repère social. Et je vais aller dans le même sens que M. Ngoumla. Il faut vraiment que le parent fasse asseoir l'enfant et qu'il lui demande ce qu'il veut aller faire en Europe. Et qu'il lui dise, tu peux avoir en Europe, tu peux avoir au Cameroun plus que ce que tu auras en Europe. Parce que ce n'est pas sûr que tu vas même arriver. Il y a l'esclavage qui t'attend. Nous les voyons, ces Camerounais qui sont battus chaque jour, qui sont attachés, torturés, parce qu'ils ont nourri ce rêve-là. Donc, il faut lui présenter cette face-là et l'aider, l'accompagner à pouvoir réaliser le projet qu'il veut aller monter en Europe. Peut-être c'est même un projet très simple à réaliser. Peut-être c'est l'intégration dans un milieu professionnel très simple même. Peut-être c'est avoir un fonds de commerce, pouvoir avoir son business personnel. Peut-être c'est ça. Et le parent n'arrive pas à comprendre que c'est un enfant qui veut déjà se battre de ses propres ailes. Là, s'il n'y arrive pas, qu'il demande de l'aide à des professionnels qui sauront parler, faire entendre raison à son enfant. Est-ce que cet enfant n'est pas un peu pris au piège par ses multiples échecs? Son père a dit qu'il a raté l'examen plusieurs fois. Plusieurs fois, je crois c'est 2 fois. Bon, je crois qu'il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé, ok. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est en perte de repère, parce qu'il se dit, peut-être il a des amis en Europe qui lui font miroiter une société trop bien, oubliant que quand tu y arrives, même si tu es arrivé par un moyen normal, tu vas d'abord passer par des travaux dégradants, des travaux sales, avant de pouvoir te trouver une place dans la société.
Je me rappelle encore des promotionnaires qui sont en Europe là-bas, qui nous racontent leur déboire pour pouvoir avoir leurs papiers. Ils ont dû aller même laver des toilettes, laver des assiettes dans des restaurants pour pouvoir avoir de quoi manger. L'Europe, c'est pas toujours ce qu'on nous présente. Pour s'y intégrer en tant qu'Africain, c'est pas facile. Donc, que cet enfant-là, moi, j'essaye un peu de le comprendre parce que de nos jours, quand tu es déçu par la société, tu n'arrives pas à trouver le travail, tu n'arrives pas à avancer dans tes études, tu n'arrives pas à pouvoir te construire ton projet professionnel, tu es un peu dans le désarroi, tu es désemparé et tu te dis il faut changer. Généralement, on appelle ça faire un bilan de ses compétences. Mais lui, il fait ça de la mauvaise façon parce qu'il le fait tout seul, il prend des décisions tout seul et il veut réaliser un rêve qui, je ne sais pas si c'est réalisable, sans pouvoir avoir même une base parce qu'il n'a même pas d'argent pour pouvoir prendre cette route. Il n'a pas d'argent. Je me rappelle encore cette année, si nous avons perdu 2 élèves de la classe de seconde qui sont partis en aventure, ayant volé une somme de 1 million à leurs parents. On se demande où ils sont aujourd'hui, un garçon et une fille. Plein de points d'interrogation, tout ça parce qu'ils veulent arriver en Europe et je ne suis même pas sûre qu'ils sont même déjà en Afrique du Nord. Monsieur Goumla, pour sortir, c'est un enfant qui a coupé le dialogue avec ses parents. Comment renouer? C'est le parent qui... Est-ce que c'est au parent d'aller vers l'enfant ou c'est l'enfant d'aller vers le parent? Pour ça, il faut déjà que l'enfant comprenne ce qui est la démarche qui est sienne. Parce que là, on comprend aisément que lui-même n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants de son projet. C'est le projet d'un voyage. Un voyage, ça se prépare, ça se construit. C'est étape à étape. Et si je coupe un élément dans ce que Mme Ifouba a dit, 1 million, c'est pour quitter, c'est arrivé où? C'est pour arriver où avec 1 million? Même avec 2, même avec 3, même avec 5 millions, c'est pour arriver où? C'est pour bâtir quoi? C'est pour bâtir quoi avec 5 millions? S'il veut véritablement bâtir un projet, qu'il veut le réaliser en Europe, il n'y a pas de souci. Mais qu'il s'asseye, qu'il construise le projet, qu'il le scène de bout en bout, qu'il se rapproche des compétences avérées pour mieux asseoir ça. Et ainsi, il pourra aller en Europe, faire son projet, il n'y a pas de souci. Il va chercher son argent pour aller le faire. Mais son père est en retraite, qu'il comprenne ça. Il est à la retraite. Ça veut dire que quand on est à la retraite, si on n'a pas su placer un certain nombre d'éléments, alors on n'a plus les mêmes entrées financières qu'on l'avait quand on était en activité. Donc, il doit réussir à intégrer ça. Ses frères et sœurs doivent accompagner son père et accompagner leur frère dans cette illusion, parce que moi j'appelle ça une illusion. Il rêve un monde donc il ne connaît pas. Il ne connaît pas la réalité européenne. Qu'est-ce dit Europe? C'est où? C'est la France, c'est la Belgique, c'est la Norvège, c'est le Luxembourg, c'est où Europe? C'est l'Espagne? Europe. Comme si Europe c'était peut-être juste un quartier de continent. C'est un continent. Il dit Europe, c'est où Europe? Il arrive en Europe, où il fait quoi? Où? Comment? Il dort où? C'est la première question, le logement. Après la question du logement, il vit comment? Il mange comment? Alors maintenant, il trouve le travail où? Maintenant, son projet comment? Donc, s'il n'y a pas tous ces éléments qu'il a clarifiés, il avance comment? Je crois que le père devrait peut-être prendre ça pour prétexte pour davantage réunir peut-être une fois par semaine les enfants autour de la table pour en parler. Peut-être à travers la crise qui arrive sur cet enfant, peut-être ça laisse des ingrédients chez les autres, mais il faudrait qu'il en profite pour faire asseoir les autres et dire apprenons à parler, apprenons à se dire des choses, apprenons à construire véritablement nos projets personnels et professionnels. Vous aussi à la maison pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de déchiffrer ce qui vous aidera à coup sûr à mieux gérer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Monsieur Goumla, merci pour votre contribution. Enchanté, encore grandement merci. Merci Madame Ifouba, merci encore. Merci.
À vous à la maison, merci de nous avoir suivis. Au nom de la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jindo à la réalisation, Nicolas Olomocha, il était à la console audio, Stéphane Tietua à la caméra, Kevin Nora, elle s'est occupée de notre maquillage, Damaris Kenyé, la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro. Merci et à la semaine prochaine si Dieu le veut.